Continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les 2/3. On peut dire aujourd'hui que l'humanité est menacée. Il est extrêmement difficile de donner un délai, si vous voulez. À quel moment est-ce que ça sera la catastrophe? Je crois que là, ça a été étudié par différents groupes, en particulier le fameux groupe de Rome qui ont travaillé avec le MIT. Et ils ont en particulier fait jouer les données principales suivantes: les investissements en capital, ou le niveau de vie, ce qui revient à peu près au même, la population, le taux d'accroissement de la population, l'exploitation des ressources naturelles, la pollution, et la production d'alimentation. Ils ont mis tout ceci dans un ordinateur, et ils ont dit à l'ordinateur, qu'est-ce qui va se passer? L'ordinateur a montré que si tout continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, approximativement, donc dans 50-60 ans, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les 2/3. Ils ont dit à l'ordinateur, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour qu'en l'an 2000 on soit stabilisé? Alors l'ordinateur a répondu, il faut réduire les investissements de 40%, réduire la pollution de 50%, réduire l'exploitation des matières premières de 75% et réduire la production alimentaire de 20%. Oui, mais enfin, est-ce que c'est imaginable, compte tenu des croyances religieuses, de stopper la natalité ou de la freiner? Est-ce que c'est imaginable, alors que les 3/4 de l'humanité sont en état de sous-développement, de freiner le progrès économique? Eh bien, vous venez de répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure. Est-ce que vraiment l'humanité est en danger? Alors, vous voyez, on trouve une solution, n'est-ce pas? Et vous dites vous-même, la solution est impossible à appliquer. Ben voilà le danger. Si la Russie gagne cette guerre, nous prévient Emmanuel Macron, la crédibilité de l'Europe sera réduite à 0. Mais elle l'est déjà, mais votre collègue Philippe Béchat, qui a une chronique sur TV Liberté qui s'appelle Les Affranchis, nous a appris il y a quelques jours que l'Union européenne avait égaré 16 milliards d'euros collectés pour l'Union européenne. Alors, nous, les Français, on a déjà prévu d'en donner 3, mais là, on s'aperçoit qu'il y en a 16 qui ont disparu. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? J'ai rien à dire là-dessus, parce que c'est... Non, mais comment ça peut arriver? Parce que c'est une mafia, l'Europe. C'est une mafia avec que des gens corrompus. Enfin, vous voulez nous dire qu'ils se sont tous servis dans les 16 ils se milliards? sont très probablement tous servis dans les 16, oui. Parce qu'on sait que BlackRock, le géant de la finance américaine, est très investi sur le terrain en Ukraine. Est-ce que y a un rapport entre BlackRock et la disparition de cette somme? Je ne sais pas s'il y a un rapport avec BlackRock, mais 16 milliards, ça disparaît pas comme ça, d'accord? Oui, donc il y en a bien quelques-uns qui s'en sont mis dans les poches. Or, a priori, qui est-ce qui peut s'en mettre dans les poches mieux que la Commission européenne? Et mieux qu'une femme qui, je vous rappelle, a été virée du ministère de la Défense allemand pour ça, pas pour autre chose, pour ça, parce qu'elle était corrompue. Donc je pense que, as usual, on continue le business comme avant. Comme avec le contrat Pfizer à 35 milliards d'euros dont elle refuse de... Exactement. Les 35 milliards d'euros, ils sont pas non plus perdus pour tout le monde. Ne croyez pas ça. Parce que si ça avait été vraiment pour le bien de la population européenne, on aurait fait la lumière avec sagesse, avec tranquillité sur ce dossier. Oui, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui auraient été touchés au passage. L'erreur est à peine croyable. Les nouvelles rames de TER ultra modernes ne peuvent pas rentrer dans des centaines de gares françaises. Elles sont trop larges. L'information est révélée par le Canard enchaîné. Ces rames ont été commandées par les régions via la SNCF. Les constructeurs des trains ont proposé d'augmenter leur largeur de 20 cm. Pas de problème, ont répondu les ingénieurs des infrastructures gérées par Réseau Ferré de France. Sauf qu'une fois le premier train livré, catastrophe. La largeur des trains dépasse parfois de plus d'1 centimètre sur le quai. Ils ne peuvent plus passer. On reconnaît bien volontiers, et on fait un petit mea culpa sur le sujet, que RFF et SNCF ont tardé à identifier ce problème, mais depuis, il est complètement pris en charge. Pour les régions qui ont acheté ces nouveaux trains, pas question de payer la facture des travaux. Nous refusons de verser un seul centime sur cette réparation. On ne va pas quand même être à la fois pigeon et financeur. Car la bévue vient bien d'une incompréhension entre SNCF qui a géré le cahier des charges et Réseau Ferré de France qui a donné les mesures. Au total, 1300 quais sont concernés, notamment en Midi-Pyrénées et région lyonnaise. À ce jour, 300 quais ont déjà été rabotés pour faire passer les TER. On se trouve actuellement dans une banque américaine
Et on se disait avec ma douce, mais qu'est-ce que c'est tellement différent par rapport à la France. Les gens ici, l'agent il va revenir, en fait il te prend pas de haut et il te fait bien comprendre que en fait c'est toi le boss, c'est toi qui as l'argent et c'est toi qui fais tourner la boutique, à l'inverse de la France. Qu'est-ce que t'en penses, Myriam? Bah oui, et puis surtout c'est simple en fait. C'est simple, c'est fluide, La première fois qu'on est arrivé ici aux States, on a demandé un gros virement, plus de 15 000 balles, et j'avais des hésitations vis-à-vis de ça. J'étais habitué à la France, tu te rappelles? Oui. Et en fait, il voyait qu'on hésitait, mais il nous a dit une phrase, il nous a dit en anglais, en fait, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Et on y a expliqué la situation qu'en France, quand on demande 15 000 balles... Ah oui, c'est vrai, c'est bien différent, il faut justifier. Mais pourquoi? Déjà, mais même moins de 15 000 balles, hein. Ouais. Déjà 1000 balles, même moins. Pourquoi tu le fais? Ok, il faut à peu près combien de temps? C'est ça, il faut te justifier. Ici, argent, en fait. Il nous a dit, mais c'est ton pognon, t'en fais ce que tu veux. C'est ça qui est dingue, en fait. Ouais. Donc, on voulait te faire une petite vidéo pour te montrer un petit peu les différences entre la France et les US. Et au niveau des banques, c'est énormément différent. Ah oui. On peut estimer à 6 000 décès en trop le fait de donner 2 ampoules de Rivotril à une personne âgée pour l'accompagner vers le décès. Et on a 6 000 décès en trop dans les EHPAD sur la période. On a décidé, sans le savoir, puisqu'il n'y avait pas de statistiques avant, que ces gens-là étaient atteints de quelque chose d'incurable, donc qui ne se soigneraient pas, et donc on allait les accompagner vers la mort. Notamment dans la région parisienne, il y a des brigades d'intervention rapide qui ont été mises en place pour aller dans les EHPAD et injecter avec du Rivotril les personnes âgées qui étaient soupçonnées, en tout cas qui étaient en souffrance, mais qui étaient soupçonnées d'avoir le Covid. C'est à partir du moment où on prend cette décision qu'on a une augmentation forte de la mortalité, en particulier des personnes âgées dans les EHPAD. Cette prise de décision est un vrai scandale. Comment peut-on affirmer, savoir d'emblée que les personnes, et sur la base de quoi, que les personnes ne se sortiraient pas d'une quelconque pathologie, et puis qu'on fasse peur à tout le monde pour dévoyer le système de soins palliatifs en disant allez piquer des gens partout pour les accompagner vers la mort sans tenter autre chose. Il y a une logique de séparation des enfants de leurs parents depuis le début. Et à l'heure actuelle, on est au bout du truc. Obliger les parents à se défaire de leurs petits à partir de 3 ans pour les gaver de sexe, parce que maintenant c'est ça qui se passe. Et c'est la suite. Mais à l'heure actuelle, les parents sont obligés de se défaire de leurs petits pour les mettre à l'école, où on va leur montrer des atrocités absolument indicibles. Fin des années 40, début des années 50, on a commencé à dire qu'il fallait que les femmes travaillent. Parce qu'une femme à la maison, elle travaille pas peut-être. Une femme, ça travaille, ça a toujours travaillé, ça travaille à la maison, ça travaille à s'occuper de son ménage, son mari. Bon. De ses enfants. De ses enfants. Les femmes doivent se libérer d'aller travailler. Qu'est-ce que c'est de faire travailler les femmes? C'est les priver de leurs gosses. À l'heure actuelle, les femmes perçoivent une aide pour mettre leurs enfants à la crèche. Alors qu'avant, elles percevaient une aide pour élever leurs enfants. Les femmes obligées de se séparer de leurs petits pour aller faire des travaux complètement idiots. Mais on en est où aujourd'hui de ce schéma-là? Ben, ce schéma-là, maintenant, il marche à plein. Maintenant, à l'heure actuelle, une femme qui veut rester à la maison, mais vous n'avez pas envie de travailler? Vous pourriez pas plutôt travailler? On la culpabilise. Bah, bien sûr, mais ça fait longtemps. Les femmes non plus, elles ne sont plus là pour élever leurs enfants. Les femmes n'ont plus le droit d'être des mères. Une femme qui veut absolument mettre ses enfants à la crèche et qui veut absolument faire une carrière, je n'ai absolument rien à lui dire si c'est son envie. Mais si elle veut élever son enfant, on lui donne quoi? On lui propose quoi? Allez bosser! Et c'est pour ça qu'on a tant de gamins aujourd'hui qui sont livrés eux-mêmes quelque part. Mais évidemment. Puis après, qui c'est qu'en profite? Ben, c'est les pédophiles. Il n'y a plus qu'à mettre la main dessus. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et maintenant, on a l'obligation, à partir de 3 ans, de se défaire de ces petits à qui on va expliquer la sodomie, les différentes positions. Oh! C'est quoi ça? C'est le progrès. C'est l'aboutissement du plan. Le plan, depuis le début, on va séparer les gueux, on va mettre leurs enfants de côté, on va en profiter, et maintenant c'est institutionnalisé. À l'époque c'était caché, maintenant c'est quasi officiel. WHO did not impose anything on anyone during the COVID-19 pandemic. Not lockdowns, not mask mandates, not vaccine mandates. We don't have the power to do that, we don't want it, and we're not trying to get it. Our job is to support governments with evidence-based guidance, advice, and when needed, supplies to help them protect their people.
sont rongés par le changement climatique et dont les signataires cumulés détiennent pour 125 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Donc, tous ces gros fonds de pension et d'investissement-là, ils ont signé pour faire partie de cette patente à gosse verte-là. Ils ont pour 125 000 milliards d'actifs sous gestion. Brookfield, ben lui, ils en ont 1000 milliards à eux seuls. Et puis, vous aviez Vanguard puis BlackRock, mais ils se sont retirés de ça, eux autres. Ils soutiennent ou participent au cartel climatique, comme le soulignent les auteurs du Judiciary Government aux États-Unis. Donc, c'est le parti républicain aux États-Unis qui ont fait une enquête. Ils ont fait un comité judiciaire à la Chambre des représentants où est-ce qu'ils ont reçu des gens qui ont interviewé et ils en sont venus à la conclusion. La Chambre des représentants des États-Unis en est venue à la conclusion qu'il existait un cartel climatique pour le contrôle du climat. Et qui profite de ça? La Chine. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est la Chine qui produit énormément de produits, soi-disant, verts. Bon, ben dans tout ça, il y a la fondation également David Suzuki. Il y a également d'autres organisations comme Tides Organization qui, à elle seule, combine les revenus des deux plus grands partis politiques au Canada, le Parti libéral et le Parti conservateur. Donc, tout le monde est dans cette belle petite affaire-là. Tout le monde, toute la gang. Je vais vous le montrer ici, le rapport du comité. Donc, c'est un rapport américain. Le contrôle du climat. Dénonciation de la collusion de la décarbonisation dans l'environnement, au niveau social et au niveau de la gouvernance, le programme ESG dans les investissements. Et on explique ici que finalement, les banques, les fonds de pension et tous ces grands groupes-là se sont mis ensemble pour faire pression sur les gouvernements, les villes, les États, également au niveau des médias pour conditionner la population et faire de l'ingénierie sociale pour pousser l'agenda vert. On explique ici que qui sont ces gens-là? Le cartel du climat inclut, entre autres, les collaborateurs comme le Climate Action 100, le Net Zero Asset Management Manager, retenez ce terme, Net Zero, hein? Le Glasgow Financial Alliance. Le Glasgow Financial Alliance, c'est directement relié à qui? Mark Carney. C'est Mark Carney qui a poussé les pays du monde à signer l'alliance financière de Glasgow for Net Zero. On appelle ça le GFANZ. Et c'est Mark Carney qui est directement derrière cette initiative. C'est l'initiative que, lorsqu'il était à l'ONU, voulait faire passer un peu partout sur la planète. Les fonds de pension des États bleus, comme les employés publics de le système de pension des retraites des employés de la fonction publique de la Californie, fait partie de ce cartel-là. Les organisations, les ONG radicales de l'environnement, les actionnaires qui sont engagés dans des services comme As You Sow, je ne connais pas ce service-là. Également, les investisseurs activistes comme Harunia Capital, Trillium Asset Management Engine, Aviva, Investor America, Aviva, compagnie d'assurance, qui ont des trucs au niveau pour stopper le changement climatique. Il y a le Big Tree qui fait partie de ça. On parle de BlackRock, State Street Global Advisor et de Vanguard Group.
qui, à eux trois, possèdent 21,9 et 24,9% des droits de vote sur le Standard & Poor's 500 à New York. Il y a aussi des entreprises étrangères, dont un duopoly qui s'appelle l'Institutional Shareholder Service et puis Glass Lewis & Co., qui, à eux deux, ont plus de 27 000 milliards d'actifs. Et plus ça continue, puis ce rapport-là va expliquer comment ces grands fonds de pension-là se sont tous mis chummy pour faire partie de cette patente à gosse-là de net zéro. Mais qui qu'on a également qui nous parle beaucoup de net zéro? Ben, c'est Mark Carney. Et pourquoi Mark Carney nous a-t-il pas parlé du net zéro une seule fois durant la campagne électorale ou quand il le faisait qu'en surface? Oui, ça nous prend des éoliennes, du nucléaire. Et puis là, Patrice Roy qui dit du nucléaire? Non, pas du nucléaire. Puis de l'autre côté, tu avais Jack Singh qui, lui, en bon gauchiste qu'il est, il pense que l'argent pousse dans les arbres. Ben lui, il pense que l'électricité tombe du ciel. Jack Singh, la seule affaire qu'il disait, on va faire un grand corridor électrique. On va faire des lignes électriques à travers le Canada. C'est ouais, mais t'as produit comment ton électricité? T'as beau avoir des pylônes, là. On va écouter Mark Carney qui va nous expliquer son net zéro, là. You demanded action, and now it's time for the financial sector to deliver. Ah oui, on a demandé ça, nous autres. On a demandé des actions. Et puis là, Mark Carney nous dit, c'est le temps de délivrer. Il est aujourd'hui premier ministre du Canada. Les gens ont voulu voter, ils ont voulu souffrir. Puis d'ailleurs, il nous a avertis, hein. Premier speech en tant que premier ministre officiellement élu. Ça va être difficile. Les temps difficiles sont devant nous. Jamais vu ça. Jamais vu un premier ministre, un président qui arrive et qui dit « Hey, merci de m'avoir élu. Vous savez quoi? On va passer du temps difficile. On va se partager ça. Vous allez voir, ça va être bien le fun. » Écoutez bien qu'est-ce qu'il y a à dire sur le net zéro et le climat. Demanded action, and now it's time for the financial sector to deliver. To reach net zero, every country, every company, every bank, every investor, every pension fund around the world will need to make some big changes. Donc, vous voyez, c'est pas récent, cette vidéo-là. Il nous parle de la COP26 à Glasgow. Le Glasgow Initiative, là, que je vous parlais au début tantôt, là, le Glasgow Initiative, dont lui, il est l'instigateur. COP26, on a eu la COP29 récemment, là. Donc, ça fait longtemps qu'il travaille sur ces choses-là, là. In the run-up to COP26 in Glasgow, we have an enormous opportunity to bring climate change into the heart of every financial decision. And our plan will manage the risks from climate change while helping to seize the opportunities from a newer, greener economy. Donc, c'est ça. Pour eux autres, finalement, pour le système financier, l'économie verte, c'est une grande opportunité. Pourquoi? Parce que l'économie verte n'est possible que par les taxes de la population. Un autre grand transfert de richesse. The UK has been at the forefront of innovation for centuries, brimming with ingenuity and a can-do spirit. It also houses the world's largest financial system. And by bringing them together, we can deliver the net zero world that you've demanded and that our future generations deserve. The world's coming to Glasgow. Let's reshape finance for a sustainable world. Je suis un hamster. Je suis un outsider que Mark Carney. Hein? Lorsqu'on lui a posé ses liens sur les mondialistes et tout le reste, je suis un outsider. Il n'y a pas plus mondialiste imbriqué dans ce système-là que Mark Carney lui-même. Il se présente en outsider.